Partie 1. La solitude d'une femme puissante. Elle avait tout. Des immeubles aux façades vitrées qui portaient son nom, des contrats internationaux qui se signaient d'un simple geste de sa main, et cette réputation de femme d'affaires redoutable que l'on citait dans toutes les conférences économiques. Pourtant, derrière les rideaux tirés de sa suite privée, ce soir-là, elle n'était qu'une femme enceinte, assise seule face à son reflet. Les caméras s'étaient éteintes depuis longtemps. Les projecteurs, qui lui donnaient d'ordinaire l'illusion d'une vie pleine, n'étaient plus là pour masquer le vide qui s'ouvrait en elle. Elle posa doucement une main sur son ventre arrondi. Une vie grandissait à l'intérieur, mais paradoxalement, elle n'avait jamais ressenti un tel poids de solitude. Car la puissance a un prix. Et ce prix, elle l'avait payé chaque jour. Elle avait sacrifié des amitiés, ignoré les soupirs des proches, traversé des dîners sans conversation sincère. On l'admirait, on la craignait, mais qui, réellement, l'aimait? Cette question revenait comme une morsure chaque nuit, quand les applaudissements s'étaient tués et que le silence emplissait ses appartements luxueux. Elle se souvenait encore de la dernière réunion de son conseil. Tous, assis autour de la grande table d'acajou, attendaient qu'elle tranche. Ils voyaient une dirigeante invincible, une milliardaire qui maîtrisait chaque détail. Mais personne ne devinait l'angoisse qui la saisissait dès qu'elle franchissait la porte de son bureau. Personne ne voyait cette larme discrète qu'elle essuyait avant de reprendre sa voix ferme. La solitude d'une femme puissante est particulière. Elle n'est pas faite d'absence, mais d'excès. Trop de regards qui jugent, trop de mains qui réclament, trop de voix qui conseillent. Et au milieu de ce tumulte, aucun cœur assez proche pour entendre ces silences. Ce soir-là, elle prit un carnet, un de ces objets rares qu'elle n'avait pas ouvert depuis des années. Elle y griffonna quelques mots maladroits. Ce n'était pas un discours, ni une stratégie. C'était une confession. Elle écrivait pour son enfant, pour qu'un jour, il comprenne, être fort ne protège pas de la solitude. Au contraire, cela l'amplifie. Et dans le calme de cette nuit, une vérité éclata en elle comme un coup de tonnerre. Elle avait bâti un empire, mais elle n'avait pas bâti de refuge. Elle possédait le monde, mais n'avait personne avec qui le partager. Son ventre s'arrondissait chaque jour davantage, rappelant que bientôt, elle ne serait plus seule. Mais ce futur ne dissipait pas encore la brûlure du présent. Alors elle ferma les yeux, laissant la question s'inscrire en elle comme une énigme. À quoi sert le pouvoir, si l'on n'a personne à ses côtés pour en partager le poids? Le matin suivant, elle s'éveilla avec un goût d'inachevé. La nuit n'avait pas suffi à apaiser son cœur. Ses murs de marbre, ses tableaux de maître, son lit aux draps immaculés, tout cela lui semblait soudain dérisoire. Partie 3. Le premier pas concret. Le vide qu'elle avait ressenti se transformait, jour après jour, en une énergie nouvelle. Son carnet, jadis oublié, se remplissait désormais de mots, de réflexions et de projets. Mais une idée revenait sans cesse, obsédante, elle ne pouvait pas se contenter de chercher un sens à sa vie, il fallait l'incarner. Un matin, elle prit une décision radicale. Elle ordonna à son chauffeur de ne pas la conduire au siège de son empire, mais vers un quartier qu'elle avait toujours évité. Des ruelles étroites, des façades décrépites, des enfants courant pieds nus entre des étals improvisés. Elle y entra vêtue simplement, sans maquillage, sans bijoux. Pour une fois, personne ne la reconnut. Elle marcha lentement, observant chaque détail. Un garçonnet portait sur ses épaules une caisse de bouteilles vide, son visage marqué par la fatigue. Une mère berçait son bébé à l'ombre d'un mur fissuré, tentant de le faire taire malgré la faim. Plus loin, un vieil homme chantonnait pour oublier la misère. Ces scènes, elle les avait toujours aperçues de loin, derrière les vitres teintées de ses voitures. Mais aujourd'hui, elles s'imprimaient dans son cœur. Soudain, son regard se fixa sur un bâtiment à moitié effondré. On lui expliqua qu'il s'agissait d'une ancienne école, abandonnée depuis des années. Les enfants du quartier n'avaient plus d'endroit où apprendre. Elle s'approcha des murs décrépits, passa sa main sur la pierre froide et ressentit un frisson. Comme si le lieu lui murmurait un appel. Elle comprit que son premier pas concret serait ici. Pas un geste symbolique, pas une promesse vague. Mais une décision claire. Elle sortit son téléphone, appela son équipe et donna un ordre inhabituel, restaurer cette école, coûte que coûte. Ses assistants, surpris, lui demandèrent quel en serait l'intérêt. Elle répondit simplement, l'intérêt est humain. Ce fut le début d'un choc. Ses proches collaborateurs, habitués à calculer les profits et les rendements, ne comprenaient pas.
Certains la prirent même pour une idéaliste en perte de repère. Mais elle n'écouta pas. Pour la première fois depuis longtemps, sa volonté n'était pas dictée par un tableau de chiffres, mais par une conviction intime. Les semaines suivantes, elle revint régulièrement sur le chantier. Elle échangea avec les habitants, écouta leurs besoins, observa les enfants qui suivaient avec émerveillement la renaissance du bâtiment. Et peu à peu, quelque chose changea en elle. Ce n'était plus la milliardaire inaccessible qui descendait de sa voiture blindée. C'était une femme parmi les autres, prête à donner un sens à sa puissance. Un soir, en quittant le quartier, elle sentit pour la première fois depuis longtemps une paix nouvelle. Elle caressa son ventre et murmura, « Tu ne naîtras pas dans un monde d'égoïsme. Tu hériteras d'un chemin différent. » Ainsi commença sa métamorphose. Ce premier pas concret n'était qu'une pierre posée sur un chemin encore inconnu. Mais elle savait désormais une chose, le pouvoir véritable ne résidait pas dans la conquête, mais dans la transmission. Et la nouvelle de son projet s'était répandue comme une traînée de poudre. Restaurer une école délabrée, investir dans un quartier oublié. Pour le grand public, cela semblait noble. Mais dans les coulisses de son empire, ce fut perçu comme une hérésie. Dès la première réunion suivant son annonce, les tensions éclatèrent. Autour de la table, ses associés avaient ce regard mi-inquiet, mi-agacé. Des hommes en costume sombre, des femmes aux tailleurs impeccables, tous habitués à voir dans chaque geste une équation de profit. « Madame, avec tout le respect que nous vous devons, commença l'un d'eux, ce projet n'a aucun rendement mesurable. Restaurer une école dans ce quartier n'apportera pas de bénéfices directs. Nous risquons même d'y perdre de l'argent. » Un autre enchaîna, la voix tranchante. « Vous envoyez un mauvais signal aux investisseurs. Ils ne veulent pas d'émotion, ils veulent des résultats. Vous avez bâti cet empire sur votre rationalité. Pourquoi céder maintenant à des impulsions humanitaires ?» Chaque phrase résonnait comme un coup de marteau. Il parlait chiffres, courbes, rentabilité. Elle pensait regard d'enfant, dignité retrouvée, sens de l'existence. Le fossé s'élargissait entre elle et ceux qui l'avaient suivi jusque-là. Même dans son cercle privé, les résistances se manifestaient. Des proches l'accusaient de fragilité. « Tu es enceinte, disait-on, ce sont tes hormones qui te poussent à agir ainsi. » D'autres murmuraient qu'elle devenait faible, qu'elle se laissait distraire par des illusions. Certains allaient jusqu'à suggérer que son empire risquait de s'effondrer si elle persistait dans cette voie. Mais le plus douloureux fut la trahison silencieuse de son bras droit, celui qui l'avait accompagnée depuis le début. Derrière son sourire diplomatique, il contactait déjà des partenaires pour préparer un plan B, au cas où elle irait trop loin. Elle l'apprit par hasard, et ce fut une blessure plus profonde que toutes les critiques. Pourtant, elle tint bon. Chaque opposition renforçait sa conviction. Elle comprit que le pouvoir n'est jamais neutre, ou il écrase, ou il libère. Ses associés voyaient une menace, elle voyait une renaissance. Mais les pressions augmentèrent. On lui fit parvenir des rapports alarmistes, des prévisions économiques catastrophiques, des menaces voilées de démissions massives. Les médias financiers commencèrent à chuchoter sur l'instabilité de la dirigeante. On insinuait qu'elle perdait la tête. Une nuit, seule dans son bureau, elle contempla la ville illuminée. Elle aurait pu céder. Revenir à son rôle habituel, rassurer ses investisseurs, enterrer ce projet. Mais son ventre arrondi lui rappelait l'essentiel. Elle n'agissait plus seulement pour elle. Elle construisait un héritage. Alors elle écrivit une lettre ouverte, publiée dès le lendemain dans les journaux. Ces mots étaient simples, un empire qui n'investit pas dans les âmes finit par s'effondrer, même s'il possède les pierres. Ce fut une déclaration de guerre. Non pas contre ses associés, mais contre cette logique froide qui avait régi sa vie. Elle venait de franchir un point de non-dash retour. Et sa lettre ouverte avait déclenché une tempête. Dans les premiers jours, les médias financiers l'avaient ridiculisée. Les analystes parlaient de « dérive sentimentale », les chroniqueurs raillaient une « milliardaire attendrie par sa grossesse », et les actionnaires les plus impatients exigeaient des explications. Les images de l'école en ruine qu'elle voulait restaurer étaient diffusées en boucle, souvent accompagnées de commentaires cyniques « Voilà donc où vont les milliards ?» Mais la tempête prit une tournure inattendue. Dans les journaux populaires, dans les blogs indépendants, dans les réseaux sociaux, un autre récit commença à émerger. On montrait la milliardaire, silhouette discrète au milieu d'enfants rieurs, souriante devant les murs fissurés d'une école abandonnée. On publia ces paroles simples, le vrai capital, ce sont les générations futures.
Ce ton nouveau séduisait. Les gens voyaient en elle non plus une femme de glace intouchable, mais une figure humaine, proche, presque maternelle. Les photos de ses visites anonymes dans les quartiers pauvres firent le tour du monde. On découvrait qu'elle s'asseyait sur des bancs publics, qu'elle discutait avec des marchandes de rue, qu'elle écoutait les récits d'ouvriers. Cette image, tellement en contraste avec celle de la dirigeante impitoyable, frappa l'opinion comme un choc. Des étudiants partagèrent ces mots, des mères de famille l'élevèrent en exemple, des associations commencèrent à la citer comme modèle de responsabilité sociale. Là où ses associés voyaient une faiblesse, le public voyait une force nouvelle. Peu à peu, le discours médiatique bascula. Les plateaux de télévision s'enflammèrent. Certains experts continuaient de dénoncer une stratégie ruineuse, mais d'autres saluaient une vision audacieuse, presque révolutionnaire. Des éditorialistes affirmèrent que l'économie avait besoin d'un nouveau souffle, incarné par des dirigeants capables de mettre l'humain avant les chiffres. Puis vinrent les témoignages. Une vieille femme raconta à une caméra comment la milliardaire l'avait aidée à vendre ses fruits. Un enfant expliqua qu'elle lui avait donné un livre et l'avait encouragé à poursuivre l'école. Ces récits touchants firent basculer l'opinion, on ne parlait plus de rendement, mais d'émotion, de dignité, d'exemples. Rapidement, les hashtags se multiplièrent. Son nom devint un symbole. Elle, qui craignait de perdre son influence en suivant son cœur, la voyait décuplée. Mais d'une manière inattendue, elle n'était plus l'icône froide du succès, elle devenait la preuve vivante qu'une puissance pouvait se réinventer. Ses associés, eux, restaient furieux. Mais ils comprenaient désormais que quelque chose leur échappait. Car plus ils critiquaient, plus elle gagnait en popularité. Le peuple, les médias, les jeunes générations, tous semblaient vouloir croire en cette nouvelle version d'elle-même. Un soir, en regardant les actualités, elle vit son visage projeté sur l'écran d'une grande chaîne, accompagné d'un titre surprenant, La milliardaire qui choisit l'humain. Elle resta immobile, la main posée sur son ventre, les yeux embués. Elle n'avait pas cherché ce rôle. Mais il venait à elle, inévitablement. Et au fond d'elle, une conviction s'imposait, ce basculement n'était pas la fin d'un empire. C'était peut-être le début d'une légende. Les semaines s'étaient transformées en mois. Ce qui n'était qu'une ruine oubliée au cœur d'un quartier défavorisé commençait à prendre une nouvelle forme. Chaque matin, au milieu de la poussière et du bruit des marteaux, des briques s'empilaient, des murs se redressaient, des couleurs réapparaissaient. Et chaque jour, elle venait, parfois en secret, parfois entourée de journalistes désormais fascinés par ce chantier devenu symbole. Elle marchait parmi les ouvriers, saluait les habitants qui s'étaient improvisés bénévoles. Les enfants, curieux, l'entouraient avec leurs yeux brillants. Certains la voyaient comme une héroïne, d'autres comme une mère. Elle, pourtant, ne cherchait ni statut ni gloire. Elle voulait simplement donner un toit à leurs rêves. Le jour de l'inauguration approchait. La façade de l'école, repeinte de couleurs vives, portait désormais une devise qu'elle avait choisie elle-même, le savoir est le seul héritage qui ne s'épuise pas. Ces mots, gravés en lettres d'or, résonnaient comme une promesse. La cérémonie fut sobre mais bouleversante. Pas de tapis rouge, pas de champagne. Seulement des enfants en uniforme simple, une chorale improvisée, et les habitants du quartier rassemblés, certains en larmes. Quand elle coupa le ruban, un tonnerre d'applaudissements éclata, non pas pour une milliardaire, mais pour une femme qui avait choisi d'écouter son cœur. Les médias du monde entier relayèrent l'événement. Des images d'enfants courant dans les couloirs neufs, brandissant leurs premiers cahiers, circulèrent partout. L'histoire fit le tour de la planète, une dirigeante, autrefois symbole de froideur et de calcul, devenait l'initiatrice d'un renouveau social. Rapidement, cette école ne fut plus seulement une école. Elle devint un modèle. Des dirigeants politiques vinrent la visiter, des fondations internationales proposèrent des partenariats, des célébrités s'en inspirèrent. On parlait désormais d'un « mouvement », utiliser la puissance pour bâtir des héritages humains, et non seulement financiers. Elle observait tout cela avec une étrange sérénité. Assise au premier rang lors du discours des enfants, elle sentit une larme couler. Une larme de fierté, mais aussi d'humilité. Car elle savait qu'elle n'avait fait que répondre à un vide intérieur. Pourtant, ce geste intime avait trouvé un écho universel. Le soir même, seule dans sa chambre, elle écrivit dans son carnet « Aujourd'hui, j'ai vu la preuve que le monde peut renaître par un seul acte de courage. » Mais au-delà des applaudissements, elle comprenait aussi que cette lumière nouvelle attirait des ombres. Car si le peuple l'érigeait en symbole, certains, dans l'ombre, voyaient en elle une menace à leurs intérêts.
La renaissance de l'école n'était donc pas un aboutissement. C'était un déclencheur. Une graine semée dans le cœur du monde, et une ligne de fracture qui allait bientôt se révéler. Et la renaissance de l'école avait fait d'elle une icône mondiale. Les journaux titraient « La milliardaire qui redéfinit le pouvoir ». Les caméras suivaient chacun de ses déplacements, ses paroles étaient scrutées, ses gestes interprétés. Mais cette lumière éclatante attira bientôt des ombres. Dans les coulisses des hautes sphères financières, son nom commençait à déranger. Certains investisseurs, autrefois ses alliés, la considéraient désormais comme une menace. Une dirigeante qui met l'humain avant le profit, disait-il, est une dirigeante incontrôlable. Ses décisions échappaient aux logiques habituelles, et cela inquiétait. Ses associés, déjà fragilisés par le basculement médiatique, se réunissaient en secret. Ils parlaient des instabilités, de perte de repères, certains allaient jusqu'à évoquer la nécessité de la remplacer. Derrière les sourires polis et les accolades publiques, des complots se tissaient, discrets mais implacables. Un soir, elle reçut une enveloppe glissée sous la porte de son bureau privé. À l'intérieur, une simple phrase, écrite d'une main inconnue, « Le monde n'a pas besoin d'icônes. Il a besoin d'ordre. » Son sang se glaça. Ce n'était plus seulement une opposition économique, c'était une menace. Peu après, son chauffeur l'avertit que leur voiture avait été suivie à plusieurs reprises. Des silhouettes anonymes l'attendaient parfois à la sortie de ses visites de terrain. On tentait de l'intimider, de lui rappeler qu'elle franchissait une ligne interdite. Mais elle refusa de céder. Chaque menace renforçait sa détermination. Elle savait que le véritable pouvoir ne se gagne pas dans le confort, mais dans la résistance. Pourtant, au fond d'elle, une inquiétude persistait, son combat mettait-il en danger l'enfant qu'elle portait? Ses nuits devinrent plus lourdes. Dans ses rêves, elle voyait des visages hostiles, des mains qui tentaient d'éteindre la lumière qu'elle venait à peine d'allumer. Elle comprit alors que son geste dépassait sa propre histoire. Elle était devenue un symbole. Et les symboles, lorsqu'ils dérangent trop, sont souvent pris pour cible. Pour la première fois, elle envisagea la possibilité de perdre tout ce qu'elle avait construit. Pas son empire, mais sa vie même. Et pourtant, une conviction la tenait debout, si elle reculait maintenant, des milliers de regards perdraient l'étincelle qu'elle avait ravivée. Elle reprit son carnet et écrivit ces mots, « Si l'ombre me poursuit, c'est que la lumière commence à déranger. Alors je n'ai pas le droit de m'arrêter. » Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que le plus grand danger ne viendrait pas de ses ennemis déclarés, mais d'une trahison à l'intérieur même de son cercle le plus proche. Elle avait toujours cru qu'au milieu des rivalités, il lui restait un cercle de confiance. Un noyau solide, composé de quelques personnes choisies, dont elle pensait qu'elle ne l'abandonnerait jamais. Parmi elles, il y avait celui qu'elle appelait, son ombre, son bras droit, l'homme discret qui connaissait tous ses secrets, qui gérait ses rendez-vous, ses voyages, ses signatures. Depuis des années, il était son allié le plus fidèle. Mais ce fut de lui que vint la blessure la plus profonde. Tout commença par des indices subtils. Des retards dans ses rapports. Des rendez-vous annulés à la dernière minute. Des regards qu'il détournait lorsqu'elle parlait de ses nouveaux projets sociaux. Elle voulut d'abord croire qu'il était fatigué, ou simplement troublé par le changement de cap de son empire. Mais la vérité s'imposa, brutale. Un soir, elle surprit une conversation qu'il croyait secrète. Derrière la porte entr'ouverte d'un salon, elle l'entendit prononcer des mots qui lui glacèrent le sang. Elle n'est plus la même. Si nous ne faisons rien, elle va tout détruire. J'ai déjà les documents, il suffira de les présenter au conseil pour la déclarer inapte. Elle resta pétrifiée, incapable d'entrer. L'homme qu'elle considérait comme son pilier préparait, dans l'ombre, sa chute. Il avait accumulé des preuves, trafiqué des dossiers, construit patiemment un récit pour convaincre les autres qu'elle avait perdu la raison. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Assise devant son carnet, elle comprit que la véritable solitude ne réside pas dans l'absence d'alliés, mais dans la découverte que ceux en qui l'on croyait le plus deviennent des ennemis. Elle sentit une brûlure dans sa poitrine, une douleur plus forte que toutes les critiques et toutes les menaces reçues jusque-là. Pourtant, elle décida de ne pas réagir dans la colère. Elle garda le silence, observant, notant chaque geste, chaque mensonge. Elle voulait comprendre jusqu'où irait cette trahison. Elle découvrit vite que son bras droit avait rejoint les comploteurs parmi ses associés. Il leur livrait ses déplacements, ses intentions, ses faiblesses. Il vendait son intimité comme une monnaie d'échange. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'en cherchant à la détruire,
il réveillait en elle une force qu'elle-même avait oubliée. Elle, qui avait bâti un empire face aux pires prédateurs économiques, n'allait pas se laisser anéantir par une trahison. Un soir, en posant la main sur son ventre, elle murmura. « Tu vois, mon enfant, le monde est cruel. Même ceux qu'on aime peuvent devenir des ennemis. Mais c'est dans ces blessures que l'on trouve la force de renaître. » La trahison de son plus proche confident venait de tracer une ligne rouge. Elle savait désormais qu'elle ne pouvait plus faire confiance à personne. Et que pour protéger sa vision et l'avenir de son enfant, elle devait se préparer à livrer la plus grande bataille de sa vie. L'aube avait une clarté d'acier. Devant la tour de verre où tout avait commencé, des caméras s'alignaient déjà. À l'intérieur, les associés se rassemblaient pour le vote qui devait assurer la stabilité de l'Empire. C'était le jour choisi par ses adversaires pour la déclarer inapte, l'écarter, pour le bien des marchés. Elle entra sans escorte, le pas assuré, la main posée, presque en signe de serment, sur son ventre. Dans la salle du conseil, le marbre luisait, les visages étaient figés. Son bras droit, l'ombre devenue lame, évitait son regard. Le président du conseil déclara d'une voix froide. Ordre du jour. Vote sur la révocation de la directrice générale pour instabilité stratégique. Elle ne sourit pas. Elle déplia calmement un dossier scellé, puis appuya sur la télécommande. Les écrans s'allumèrent. Apparaissaient alors des graphiques, des contrats, des courriels. Mais pas ce qu'ils attendaient. Les premiers chiffres montraient que l'école, loin d'être un gouffre financier, avait déclenché un effet domino, hausse de la notoriété mondiale, afflux de talents, partenariats stratégiques, nouveaux marchés ouverts par la confiance publique. Vous voyez des pertes, dit-elle, je vois des leviers. Le capital le plus rare aujourd'hui n'est pas l'argent, c'est la légitimité. Un murmure parcourut la salle. Elle poursuivit. Deuxième point, gouvernance. Sur l'écran s'affichèrent les statuts modifiés, légalement, 10 jours plus tôt. Une clause dormante, réactivée avec l'accord d'anciens fondateurs, lui accordait une action de confiance. Une part spéciale, à durée limitée, destinée à protéger la mission en cas de tentative de capture hostile. Le fameux « vote décisif » venait de basculer. Le président pâlit. « Vous avez contourné le conseil ? J'ai respecté l'esprit de l'entreprise, protégé ce qui la rendra durable. » Elle fit alors projeter les preuves de la conspiration, échanges cryptés, promesses de poste, notes de renversement anticipées. Les dates, les montants, les signatures. Même la voix de « l'ombre » résonna, captée légalement lors d'une réunion de crise, elle n'est plus la même, il faut l'évincer. Un silence lourd. Puis, sans colère, elle déclara. « Je ne condamne pas la peur. Je condamne la trahison. » Elle présenta un plan en 3 mouvements. Fondation de mission, 10% des bénéfices nets dédiés à l'éducation et à l'innovation sociale, gouvernance indépendante et audit public trimestriel. Charte d'impact. Bonus des dirigeants indexés en partie sur des indicateurs humains, fidélisation, formation, sécurité, validés par des tiers. Marché de la confiance, lancement d'un pôle économie régénérative dont l'école serait le prototype réplicable, cofinancé par des partenaires internationaux déjà engagés. Ce n'est pas de la philanthropie. C'est une stratégie d'avenir. Les marchés sanctionnent le court terme, l'histoire, elle, récompense la vision. Le vote fut maintenu, mais le terrain avait changé. Les écrans affichaient désormais l'afflux de messages en direct, clients, salariés, enseignants, citoyens. Une marée de soutien. La main levée, chacun dut choisir, le vertige du passé ou le risque du futur. Les voix tombèrent comme des coups de cloche. Résultat, non à la révocation. Elle inspira, sans triomphe. Dernier point, la discipline. Son bras droit baissa les yeux. Elle annonça sa mise à pied, suivie d'une enquête interne et d'un transfert des dossiers sensibles. Pas de vengeance, seulement la lumière. Puis elle se tourna vers les autres. On ne construit pas un empire contre le monde. On le construit avec lui. À la sortie, la foule l'attendait. Elle n'était plus seulement la milliardaire controversée. Elle devenait la dirigeante qui avait choisi la mission plutôt que la peur et gagné. Mais au loin, derrière les caméras, elle aperçut une silhouette familière qui s'effaçait déjà dans la cohue. L'histoire n'était pas close. Elle venait d'ouvrir, à ciel ouvert, la porte du dernier chapitre. Le tumulte des affrontements passés s'était apaisé. L'école restaurée vibrait désormais des rires d'enfants, et au-delà,
des dizaines d'autres projets avaient germé. Ce qui n'était qu'un geste isolé s'était transformé en un mouvement mondial, des fondations, des entreprises, même des gouvernements s'inspiraient de son modèle. On parlait désormais de la « voie de la confiance », une manière nouvelle d'exercer le pouvoir. Mais pour elle, le moment décisif ne se jouait plus dans les conseils d'administration. Il se jouait dans la douceur d'une chambre d'hôpital, par une nuit calme où les murs résonnaient d'un souffle nouveau. Elle tenait dans ses bras son enfant, minuscule, fragile et pourtant porteur d'une promesse immense. Ses yeux se remplirent de larmes qu'aucun contrat, aucune victoire, aucune fortune n'avait su provoquer. Dans ce visage endormi, elle voyait déjà le sens de son combat. Tout ce qu'elle avait bâti, toutes les batailles menées, toutes les blessures subies, tout menait à ce moment-là. Elle comprit que l'héritage le plus précieux n'était pas seulement une école, ni même un empire réinventé, mais un monde un peu plus juste que celui qu'elle avait trouvé. Au dehors, les médias célébraient sa victoire contre les sceptiques, son courage face aux menaces, sa vision qui avait transformé l'idée même de la réussite. On l'appelait « la mère des lendemains ». Mais dans le silence de cette chambre, elle ne se voyait pas comme une icône. Seulement comme une femme qui avait choisi de ne plus fuir sa solitude, mais de la transformer en don. Les années passèrent. La chambre était plongée dans une lumière douce. Les bruits de la ville semblaient lointains, comme si le monde avait décidé de suspendre son souffle pour lui laisser un instant de répit. Assise au bord de son lit, la main posée sur son ventre, elle écoutait le rythme régulier de son cœur se mêler à celui, plus fragile, de l'enfant qu'elle portait. Elle revoyait en mémoire chaque pas de son errance nocturne, chaque pensée sombre qui l'avait conduite jusqu'au bord du pont. Elle revoyait aussi ce visage marqué par la fatigue, cette voix rauque mais pleine de chaleur, ce simple « je peux t'aider » qui avait brisé le silence de sa nuit. C'était comme si l'univers avait choisi ce messager improbable pour lui rappeler que la vie méritait encore une chance. Son esprit, longtemps obsédé par l'idée d'en finir, découvrait une perspective nouvelle. Elle pensa, si lui, avec si peu, a trouvé la force de survivre, alors moi, avec tant, je peux au moins trouver la force de transmettre. Ce n'était pas un cri, ni une révélation tonitruante. C'était une évidence murmurée dans le secret de son âme. Elle comprit que cette seconde de bascule où elle avait retenu son geste fatal n'était pas seulement un sursis. C'était un recommencement. Elle choisissait de vivre, non par obligation, non par peur du vide, mais parce qu'au creux de son être grandissait un être qui méritait de voir la lumière du monde. Son regard se posa sur le carnet ouvert à côté d'elle. D'une main tremblante, elle écrivit une phrase qui serait son serment intime. « Je choisis la vie, pour toi et pour moi. » Ce fut une promesse silencieuse, faite dans l'ombre, mais qui résonnait comme le début d'une renaissance. Elle ne savait pas de quoi demain serait fait, ni si ses blessures s'effaceraient un jour. Mais elle savait désormais qu'elle ne marcherait plus seule, son enfant serait sa raison d'avancer, et ce simple souffle nouveau deviendrait son encre. Au dehors, les lumières de la ville continuaient de briller, indifférentes à sa décision. Pourtant, dans cette chambre, un destin venait de se transformer. Elle, la milliardaire solitaire, avait trouvé une force que ni l'argent ni le pouvoir ne pouvaient lui donner, l'élan fragile mais indestructible de l'espoir. Et dans ce silence, alors que ses larmes coulaient lentement, elle murmura pour la première fois à l'enfant qu'elle portait. « Tu seras ma victoire la plus précieuse. » La pluie commençait à tomber doucement sur la ville, dessinant des reflets tremblants sur l'asphalte. Elle était encore sous le choc de cette rencontre, les mots du sans-abri résonnant dans sa mémoire comme un écho persistant. Elle, la femme qui possédait tout, venait d'être sauvée par un homme qui n'avait rien. Une ironie cruelle, mais aussi une révélation bouleversante. Le silence s'installa entre eux après cet échange. Elle ne savait pas quoi dire de plus, lui non plus. Pourtant, dans ce silence, il y avait quelque chose de plus fort que toutes les paroles, une reconnaissance tacite. Une femme au bord du gouffre, un homme rejeté par le monde, unis par une vérité simple parfois, un regard sincère suffit à raviver une étincelle de vie. Son instinct de survie, mais aussi une nouvelle tendresse, la poussèrent à agir. Elle posa sa main sur l'épaule de l'homme. Ce geste, qu'elle n'aurait jamais osé quelques heures plus tôt, lui sembla naturel. Elle murmura. « Viens avec moi. » Il la regarda, surpris, presque méfiant. Était-ce une plaisanterie? Une pitié déguisée? Mais le ton de sa voix ne laissait pas place au doute, elle était sincère. Ils marchèrent ensemble, lentement, jusqu'à une petite brasserie encore ouverte. Les clients se retournèrent à leur entrée, une femme élégante, enceinte,
accompagnée d'un homme aux vêtements déchirés. Les murmures s'élevèrent, mais elle n'y prêta aucune attention. Pour la première fois, elle ne se souciait plus du regard des autres. Elle demanda un repas chaud. Lui, intimidé, n'osait pas toucher à l'assiette. Alors elle insista doucement. « Mange. C'est pour toi. » Ses mains tremblaient lorsqu'il porta la cuillère à ses lèvres. Les larmes lui montèrent aux yeux. Cela faisait des jours qu'il n'avait pas goûté à un vrai repas. Elle l'observait, et dans son regard se reflétait une vérité simple, elle ne lui donnait pas seulement de la nourriture, elle lui rendait une dignité que le monde lui avait arrachée. Après le repas, elle l'accompagna jusqu'à un petit hôtel et paya une chambre pour la nuit. « Ici, tu pourras dormir sans craindre la pluie ni le froid, dit-elle. Il resta figé, incapable de trouver les mots. Mais au fond de lui, un espoir timide renaissait. Puis, dans le hall silencieux, elle fit un dernier geste, plus important encore que l'argent ou la nourriture. Elle s'assit en face de lui et l'écouta. Vraiment. Sans détourner le regard, sans interrompre, sans juger. Elle laissa couler ses paroles, ses souvenirs douloureux, ses échecs, ses regrets. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit entendu. Elle découvrit alors une vérité qu'aucun empire ne lui avait révélée, écouter, c'est donner de l'importance à l'autre. C'est reconnaître son existence. Et dans cette nuit particulière, elle réalisa que ce geste inattendu n'était pas seulement un acte de charité, c'était une rencontre d'égal à égal. Quand ils se séparèrent, il lui serra la main avec une force tremblante. Elle rentra chez elle, le cœur plus léger. Elle savait que ce n'était qu'un début. Mais ce simple geste, ce repas, ce toit, cette écoute, c'était déjà une petite victoire contre l'abîme qu'il avait happé la veille. Et dans le silence de sa chambre, elle posa une main sur son ventre et souffla. Peut-être que ton monde sera différent. Le lendemain matin, la ville s'éveillait sous un ciel gris. Dans un coin discret d'une chambre d'hôtel modeste, le sans-abri ouvrit les yeux. Le lit était simple, mais pour lui, c'était un luxe inestimable. Depuis des mois, il dormait à même le sol, avec pour seul toit un carton et pour couverture le froid. Cette nuit-là, il avait retrouvé une paix qu'il croyait à jamais perdue. Assis sur le bord du lit, il repensa à cette femme mystérieuse. Une milliardaire, enceinte, venue au bord du vide, et qui pourtant avait choisi de tendre la main à un inconnu. Cette rencontre, il le sentait, n'était pas un hasard. Elle avait transformé son regard sur lui-même, si quelqu'un comme elle voyait encore en lui une valeur, alors peut-être qu'il n'était pas tout à fait perdu. De son côté, elle avait passé la nuit à réfléchir. Chaque image de leur échange revenait, son visage fatigué, ses mots brisés mais sincères, sa dignité renaissante autour d'une simple assiette. Elle comprenait désormais que cette rencontre avait sauvé deux vies à la fois. Lui avait retrouvé une dignité, et elle, une raison de continuer. Leur destin, si opposés en apparence, s'était croisé au moment exact où ils touchaient chacun le fond. Lui, rejeté par la société, avait trouvé dans ses yeux une reconnaissance qu'il n'attendait plus. Elle, prisonnière de son empire et de sa solitude, avait trouvé dans sa voix une vérité brute qu'aucun conseiller n'aurait osé lui dire. Les jours suivants, elle retourna le voir. Elle n'apportait pas seulement de l'argent ou des solutions matérielles. Elle apportait quelque chose de plus rare, une présence. Elle l'écoutait, elle l'encourageait, elle le traitait comme un égal. Et peu à peu, son dos voûté se redressa, ses yeux fatigués reprirent de l'éclat. Pour elle aussi, le changement était profond. Elle, qui avait construit des tours de verre et signé des contrats à des milliards, découvrait que le vrai pouvoir n'était pas de posséder mais de partager. Elle apprit que la grandeur d'une vie se mesure moins à ce qu'on accumule qu'à ce qu'on transmet. Leurs vies reprirent des couleurs ensemble. Lui retrouva la force de chercher un emploi modeste, de renouer avec une dignité oubliée. Elle, apaisée, se sentit prête à accueillir son enfant non plus dans le vide, mais dans un monde où l'amour et la solidarité existaient encore. Deux mondes, deux existences, deux chemins, réunis par un hasard qui n'en était peut-être pas un. Ce soir-là, en se quittant, ils échangèrent un regard qui disait tout sans mots, nous nous sommes sauvés mutuellement. Les jours s'écoulaient, et chacun d'eux portait en elle une transformation silencieuse. La femme qui autrefois n'était qu'une silhouette solitaire, prisonnière de ses doutes et de ses murs de verre, commençait à renaître. Cette renaissance n'avait rien d'éclatant, rien de spectaculaire. Elle ressemblait à un feu discret, un feu qui se rallume après avoir longtemps vacillé. Chaque matin, elle
posait la main sur son ventre et ressentait différemment les mouvements de l'enfant qu'elle portait. Avant, ce contact était une source d'angoisse, une question lancinante, ai-je le droit de le faire venir dans ce monde? Désormais, c'était une réponse. Oui, il avait le droit de naître. Oui, elle avait le devoir de l'accueillir. Oui, elle avait enfin trouvé une raison de se battre. Son entourage ne comprenait pas encore cette métamorphose. Certains murmuraient qu'elle avait perdu le sens des affaires, d'autres pensaient qu'elle traversait une simple phase émotionnelle. Mais pour elle, ce n'était ni un caprice ni une faiblesse. C'était une révolution intérieure. Le luxe n'avait plus la même saveur. Les contrats, les titres et les caméras semblaient soudain futiles comparés au sourire sincère d'un homme qu'elle avait aidé, ou au rire d'enfant qu'elle croisait désormais dans ses visites discrètes. Elle commença à faire des choix différents. Des choix tournés vers la vie. Elle se mit à préparer une chambre pour son enfant, non pas avec le faste habituel, mais avec simplicité, des couleurs douces, un berceau en bois, une lumière chaleureuse. Chaque détail devenait un symbole, chaque objet une déclaration d'amour. En parallèle, elle continua de rendre visite aux sans-abri qu'elle avait rencontrés. Lui aussi renaissait, pas seulement grâce à son aide matérielle, mais parce qu'elle avait cru en lui. Il retrouvait peu à peu une dignité qu'il croyait à jamais perdue. Le voir reprendre goût à la vie renforçait sa propre conviction, ils s'étaient sauvés l'un l'autre. Un soir, alors qu'elle écrivait dans son carnet, elle nota ces mots, « Je n'ai pas trouvé le sens dans mes milliards, mais dans un regard. Je n'ai pas trouvé la force dans mes victoires, mais dans un souffle fragile qui grandit en moi. Je choisis la vie. » Cette phrase devint son serment intime. Elle ne vivrait plus pour les apparences ni pour les attentes du monde, mais pour ce lien invisible qui unit deux êtres, une mère et son enfant. Ainsi naquit une nouvelle version d'elle-même. Non plus la milliardaire isolée, mais une femme debout, prête à embrasser la vie malgré ses blessures. Elle n'avait pas effacé la douleur, mais elle l'avait transformée en source de lumière. Et dans cette lumière, une certitude s'imposa, la véritable renaissance ne naît pas de ce que l'on possède, mais du courage de choisir à nouveau la vie, même lorsqu'on croyait l'avoir perdue. Il arrive parfois qu'une vie entière bascule sur un mot, un geste, une rencontre imprévue. Cette nuit-là, au bord d'un pont, une milliardaire prête à abandonner trouva, dans la voix d'un sans-abri oublié, la force de choisir la vie. Rien de spectaculaire, pas de miracle éclatant, juste un échange humain, brut, sincère. Et c'est là que réside la véritable leçon. La richesse, les projecteurs, les empires, tout cela peut s'effondrer en un instant si le cœur n'a plus de raison de battre. Mais une parole, même venue d'eux. Lèvres abîmées par la misère, peut rallumer la flamme. Elle avait cru que son argent lui garantirait le bonheur, il n'avait plus rien et pourtant gardait l'espoir. Deux mondes opposés, réunis dans une même détresse, se sont rencontrés et ont trouvé une vérité partagée, le sens de la vie ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on transmet. Ce jour-là, le sans-abri n'a pas seulement sauvé une femme au bord du vide. Il a sauvé une mère, il a sauvé un enfant qui n'était pas encore né. Il a redonné un avenir là où il n'y avait plus que des ténèbres. Et en retour, elle lui a offert plus qu'un repas ou un abri, elle lui a rendu sa dignité, en l'écoutant, en reconnaissant sa valeur. La morale est simple, mais bouleversante, nous portons tous en nous le pouvoir de transformer une vie. Pas avec des milliards, pas avec des statuts ou des titres, mais avec une attention sincère, une écoute, une main tendue. Une seconde d'humanité peut suffire à inverser le cours d'un destin. Alors, avant de juger, avant de détourner le regard, rappelons-nous, le monde ne se sauve pas seulement dans les grandes décisions politiques ou économiques. Il se sauve, un cœur après l'autre, dans ces rencontres imprévisibles qui rappellent à chacun de nous que nous ne sommes jamais totalement seuls. Elle avait voulu mourir, et elle a choisi de vivre. Il avait cessé d'exister aux yeux du monde, et il a retrouvé une place. Ensemble, il nous laisse ce testament silencieux, tant qu'il y a une voix pour dire « je peux t'aider », il reste une raison d'espérer.